Bienvenue dans ce parcours consacré à la création d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons parler de la création de la richesse. C'est un sujet important et tout le monde rêve quelque part d'être riche et d'avoir beaucoup d'argent. Si j'avais de l'argent, beaucoup d'argent, je serais riche. Mais cela nous pose une question. En effet, pourquoi des morceaux de papier colorés nous paraissent si précieux et si désirables? D'où vient leur valeur? Est-ce que ces billets abritent réellement la richesse? Cela nous conduit à faire une distinction entre les richesses réelles et les richesses virtuelles. Les richesses réelles sont par exemple un terrain, une maison, un véhicule, du matériel, des outils, des habits, de la nourriture, des compétences aussi. Et puis, de l'autre côté, il y a les richesses virtuelles qui sont composées par l'argent ou bien par des titres. La valeur des richesses virtuelles dépend des richesses réelles. C'est un petit peu comme un ambassadeur. L'ambassadeur des États-Unis est quelqu'un de respecté, pas parce qu'il est fort et puissant, mais parce qu'il représente un pays qui est fort et puissant. Par contre, si un ambassadeur représentait un tout petit morceau du monde qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de puissance, il ne serait pas respecté de la même manière. C'est la même chose avec les richesses virtuelles, elles représentent la valeur des richesses réelles. Et ces richesses de papier peuvent subitement perdre beaucoup de leur valeur. Il y a plusieurs années, il y a le franc CFA qui est utilisé dans beaucoup de pays d'Afrique, a du jour au lendemain perdu la moitié de sa valeur. Dans d'autres circonstances, par exemple en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, certains habitants devaient aller acheter du pain avec des brouettes pleines d'argent. Dans certains pays, on le voit aussi, que l'inflation est très grande et l'argent perd continuellement de sa valeur. Les richesses virtuelles peuvent perdre rapidement de leur valeur, les richesses réelles, elles, gardent leur valeur et peuvent même parfois augmenter. Alors, la question qu'on peut se poser quand on veut créer une entreprise, c'est comment avoir la richesse, comment obtenir des richesses virtuelles ou des vraies richesses. Et cela nous amène à une considération très importante, c'est que la richesse ne se trouve pas. Bon, si on a un puits de pétrole dans son jardin ou une mine d'or, peut-être qu'on va trouver de la richesse. Mais là encore, c'est fort possible qu'un gouvernement intervienne et nous interdise d'en profiter. En fait, la richesse ne se trouve pas, mais la richesse se fabrique. C'est pourquoi on parle volontiers en économie de la création de richesse. Créer de la richesse, fabriquer de la richesse. Alors la question évidente à se poser, c'est mais alors si on peut fabriquer de la richesse, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors j'aimerais vous montrer cette image qui nous montre le processus. Ici, nous avons de l'argile. L'argile, c'est une terre que l'on trouve dans beaucoup de pays du monde, en très grande quantité. C'est facile d'y accéder. L'argile se trouve facilement. On peut l'extraire. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, avec de l'argile et de l'eau et en utilisant quelques planches, on peut faire un moule pour fabriquer des briques. La brique qui va sortir, c'est toujours de l'argile. Par contre, par ce processus, eh bien, ici, nous n'avions pas beaucoup de valeur, mais les briques, elles, ont pris de la valeur. C'est vrai qu'on peut penser à ce texte biblique qui nous parle de la tour de Babel. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. À l'époque, quand il y a eu ce projet pharaonique de faire une tour pour toucher le ciel, eh bien, l'homme avisé, c'est celui qui a dû se dire, eh bien, bonne idée, je vais faire mon entreprise pour faire des briques. Le processus de création de richesse s'exprime aussi avec l'agriculture. J'ai ici dans ma main une graine, c'est la graine d'un chêne. C'est un arbre qui peut devenir extrêmement grand et tout cela qui part de cette petite bille. Eh bien, cette puissance de transformation va permettre aussi de créer de la richesse. L'agriculteur va pouvoir planter des graines. Par son travail, il va obtenir une multiplication. Et c'est grâce à ce procédé
qu'on peut obtenir des citrons, des oranges, des avocats, des pommes, toutes sortes de légumes, etc., toutes sortes de choses qui partent de quelque chose qui est tout petit, mais qui, avec le travail, avec des soins, eh bien, nous permet d'obtenir quelque chose qui a plus de valeur. La création de richesse au travers de l'agriculture. Il y a un procédé aussi très proche qui est basé sur cette capacité que Dieu a mise dans la création de multiplication. Dans cette petite enveloppe se cache un animal qui, en grandissant, a la capacité bien sûr de prendre du poids, de se développer, mais aussi de se multiplier. Par l'élevage, je vais pouvoir obtenir un gain, une valeur supérieure, et donc j'aurai créé des richesses. Jusque-là, dans les exemples que nous avons pris, nous sommes toujours partis de la matière de base pour créer quelque chose. On peut aussi observer que ce processus s'applique pour des entreprises qui partent d'un certain produit. C'est le cas notamment de la boulangerie. Donc ici, j'ai des graines de blé. Ces graines vont d'abord devoir passer dans un moulin. On va obtenir la farine. Et à partir de cette farine, le boulanger peut commencer à faire son travail. Avec de l'eau, des compétences, du travail, il va réussir à sortir du pain. L'homme ne peut pas manger des graines, il a besoin qu'il y ait ce processus qui nous fait passer de la farine au pain. On peut voir avec ce tableau qu'il y a ces processus de valorisation, et c'est assez intéressant parce que quand nous faisons la prière « Donne-nous notre pain de ce jour », pour que l'exaucement arrive, il faut que toutes ces étapes soient accomplies. D'abord, que quelqu'un cultive, ça nécessite d'avoir une compétence pour faire pousser, que le climat soit favorable. Ensuite, ça nécessite aussi d'avoir ce premier processus de transformation. Ensuite, nous aurons la fabrication du produit. Et puis finalement, nous aurons la mise à disposition du pain. Et on voit avec ces chiffres que la valeur va commencer à augmenter. 10, 60, 120, 220. Et là encore, c'est un processus de création de richesse. Nous allons voir maintenant que cela peut aussi se faire dans le cadre d'une entreprise de construction. L'entreprise de construction ne va pas chercher les éléments dans le sol, elle ne va pas commencer à travailler avec de l'argile, mais elle va elle aussi acquérir des produits qui ont déjà subi une certaine transformation. Les briques sont un peu plus chères que la terre, par contre l'entreprise va les acheter et avec des briques et d'autres matériaux, elle va pouvoir construire une maison qui aura de la valeur. Ce principe de création de richesse s'exprime au niveau d'une entreprise, mais ça s'exprime aussi jusqu'à l'échelle d'un pays. Là, vous avez la silhouette d'un pays que je connais bien puisque c'est la Suisse. Eh bien, on peut aussi faire ce calcul. C'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Est-ce que les richesses qui rentrent dans le pays sont plus grandes ou plus petites que celles qui sortent? Si le pays consomme plus de richesses qu'il en produit, il va progressivement s'appauvrir, s'endetter, alors qu'à l'inverse, s'il produit plus de richesses, son destin économique sera bien sûr meilleur. Sur ce plan, on peut distinguer trois domaines de valorisation. La première manière de créer des richesses est basée sur les ressources naturelles, que ce soit avec l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche, l'extraction minière. On crée de la richesse en partant de ce qui est directement à disposition dans l'environnement. Comme nous l'avons vu, on peut aussi créer des richesses par des procédés de transformation, la fabrication, l'artisanat, la mécanique, la construction, la création de produits industriels, la chimie, l'électronique, etc. Et puis finalement, on a encore une troisième manière de créer des richesses. C'est tout ce qu'on appelle les offres de services. C'est par des gens qui partent de la matière, qui vont par exemple faire la vente, qui vont aussi gérer, faire de l'administration, l'éducation, la formation, les services de santé, les services financiers comme les banques, etc. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui est important quand on parle de création de richesse, c'est la question des échanges. En effet, souvent on imagine que je vais pouvoir créer une entreprise, je vais pouvoir obtenir des richesses et les créer tout seul, mais ça n'est pas le cas. Et comme le montre ce dessin,
dans la création de richesses, il y a un élément qui est très important, c'est l'élément de l'échange. Avec cette image, on voit bien que le cultivateur travaille dans son champ et pour cela, il a besoin d'avoir un outil. Est-ce qu'il est capable de faire cet outil? Non. Par contre, le forgeron a la compétence, le matériel pour faire l'outil. Mais ni le cultivateur ni le forgeron n'ont le moyen de manger le blé. Et c'est le boulanger qui va encore offrir une autre prestation. Et finalement, ce que le boulanger va faire va permettre de nourrir et le forgeron et le cultivateur. L'importance de l'échange des prestations s'exprime aussi dans une coopérative. Comme le montre ce dessin, dans ce système d'entreprise, ce sont des particuliers, des agriculteurs qui vont apporter leur récolte dans un centre et cela va être pris en charge par d'autres personnes qui vont transporter cette marchandise. Et puis là, il y aura encore des personnes qui vont vendre ces produits pour en tirer les ressources. L'argent récolté va être ramené au centre et distribué aux agriculteurs. Grâce à ce système, grâce à cet échange de compétences et de services, l'ensemble des personnes peut vivre et prospérer. L'importance de l'échange s'exprime aussi dans le commerce mondial. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas quand elles portent leur smartphone qu'elles ont un petit appareil qui est le fruit de multiples échanges à l'échelle mondiale. Dans un smartphone, vous avez des minerais qui viennent peut-être du Congo en Afrique, vous avez des logiciels, des compétences qui viennent des États-Unis, des éléments qui viennent de Chine, etc. C'est comme si, avec ce petit appareil, on avait le monde entier dans sa poche. La machine économique d'un pays peut être comparée à un train d'engrenage, un peu comme une boîte à vitesse, des échanges de compétences, des échanges de produits, de services. Et on peut dire à ce sujet-là que plus ça tourne vite, plus c'est efficace. Par exemple, l'économie allemande, c'est un peu comme une Ferrari qui passe sur une autoroute. C'est quelque chose qui va extrêmement vite. Si vous êtes en Allemagne, vous prenez votre téléphone, vous commandez quelque chose, immédiatement des usines se mettent en marche, il y a beaucoup de gens qui travaillent, les transports sont très efficaces. Peut-être que le lendemain ou après quelques jours, vous aurez le produit que vous avez commandé. Dans d'autres pays, l'économie n'est pas mais c'est plutôt une économie tout, 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 tout. C'est une économie qui va extrêmement lentement. Et dans ces pays-là, si on passe une commande, c'est quelque chose de très difficile. Et les gens ils vont tarder, les entreprises ne seront pas fiables. Donc la vitesse de rotation est quelque chose de très important. On peut aussi observer que dans les pays très développés, nous avons ce type de schéma. C'est-à-dire ici, vous avez un tableau avec des cercles qui sont à la mesure de la taille des entreprises. Il y a les grandes entreprises qui ont plus de 250 ouvriers. Il y a les petites et moyennes entreprises qu'on appelle des PME qui ont entre 10 à 250 employés. Et puis nous avons les micro-entreprises avec 1 à 10 employés. Dans les pays riches, on peut voir qu'il y a une distribution assez régulière. On a des grandes entreprises, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises, et puis on a aussi relativement beaucoup de micro-entreprises. Dans les pays plus pauvres, on n'a pas une distribution aussi régulière. On a parfois quelques grandes entreprises, des entreprises internationales. Par contre, on voit qu'il y a très peu de petites et moyennes entreprises. Si je prends l'exemple de la Suisse a des grandes entreprises, mais la richesse de la Suisse, elle vient beaucoup plus de toutes ces petites et moyennes entreprises. C'est des entreprises très dynamiques qui apportent beaucoup de choses dans le pays, mais qui vont aussi exporter dans d'autres pays. C'est cette partie vive qui emploie le plus de personnes. Comme je l'ai dit, dans les pays plus pauvres, eh bien, c'est ce type d'entreprise qui fait défaut. Et là, c'est important de se poser la question, mais pourquoi est-ce que les gens ne travaillent pas ensemble pour créer des richesses? Alors ça nous amène à cet autre dessin. C'est le dessin d'une chaîne. Sur une moto ou sur un vélo, c'est la chaîne qui entraîne la roue arrière. Et ici, nous pouvons voir que l'image de la chaîne peut aussi s'appliquer à l'entrepreneuriat. Dans une entreprise,
ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Il m'arrive assez souvent de prendre l'avion. Parfois, je regarde par le hublot de l'aile de l'avion et j'espère que le mécanicien a bien serré les boulons. Parce que lorsque vous êtes à 10 000 mètres, si le travail n'a pas été bien fait, vous risquez d'atterrir assez brutalement et ça sera votre dernier voyage. Les entreprises qui font des avions utilisent beaucoup d'ouvriers et cela peut aller jusqu'à 100 000 personnes qui travaillent ensemble sur le même projet. Tout le monde a une fonction différente, mais tout le monde travaille, par exemple, la confection d'un avion qui doit être fiable. Par contre, il suffit qu'il y ait un maillon faible pour que toute la chaîne soit coupée. Par exemple, un mécanicien négligent qui laisserait un outil dans un réacteur d'avion, ça conduira à ce que l'avion tombe. Tout le reste de l'avion est bon, mais sa négligence va amener à un dommage très important. Si à l'intérieur d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui sont des maillons faibles, les avions vont commencer à tomber. Si les avions tombent, il y aura bien sûr des victimes, mais il y aura un autre dommage, c'est que plus personne ne voudra acquérir des avions de cette entreprise. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise vont perdre leur travail. Cette image de la chaîne est importante parce qu'elle nous montre qu'il suffit qu'il y ait une personne de pas fiable pour que l'entreprise ne puisse pas créer de richesse, voire même qu'elle tombe dans la faillite. Et c'est ce qui arrive avec la corruption. Dans la plupart de mes voyages, je pose une question aux gens que je rencontre. Je leur demande, mais si je vous confie, par exemple, une centaine de dollars à apporter à quelqu'un d'autre dans la même ville, combien est-ce que cette personne va recevoir? Dans beaucoup de régions, on me répond que si quelqu'un reçoit de l'argent et qu'il est chargé de l'apporter à quelqu'un d'autre, eh bien, il va profiter de cette mission pour prendre une partie de cet argent. Et il va donner, par exemple, seulement la moitié de cet argent. Comme on le voit ici dans ce dessin, cette situation n'est pas bonne. Et bien sûr que si celui-ci apprend que la somme était de 100 dollars, il y aura de graves problèmes qui vont se mettre en place. Ce système de corruption est aussi dramatique dans une entreprise. Par exemple, si quelqu'un doit aller acheter des planches et qu'il prend une partie de l'argent, évidemment, il ne recevra pas la bonne quantité de planches et l'entreprise aura des problèmes. Ce système de corruption repose sur le mensonge. Si le patron demande, mais alors pourquoi tu viens qu'avec la moitié des planches? L'homme qui a volé cet argent dira, ah, mais c'est parce que le prix des planches a augmenté. Ce manque de fiabilité dans le transfert d'argent détruit l'entreprise, mais casse aussi la confiance. Et la confiance est un élément extrêmement important pour l'économie. Et c'est là qu'on peut mesurer la valeur des paroles que l'on trouve dans la Bible, notamment celle qui est dans les 10 commandements. C'est Dieu qui s'exprime et qui dit aux hommes, tu ne déroberas point. Il y a encore cet autre texte que l'on trouve dans le Nouveau Testament et qui nous dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Nous apprenons cependant qu'il y en a qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ces paroles de la Bible sont très importantes parce qu'elles nous montrent les dommages qui arrivent quand des gens ne respectent pas les conseils de Dieu. Dans la Bible, Dieu m'invite à être quelqu'un d'intègre. Pourquoi? Parce que sans cela, il y aura de graves conséquences. On peut observer, par exemple, que même une femme n'aura pas confiance dans son mari. Elle sait que si son mari a accès à l'argent, si c'est lui qui va vendre les récoltes, eh bien, il va prendre une partie ou toutes les richesses pour lui-même.
On peut aussi observer que c'est ce qui va détruire aussi les liens familiaux. Un frère ne pourra pas travailler avec son frère parce que même son frère de la même famille prendra l'argent qui est dans la caisse de l'entreprise. À une plus large échelle, l'employé, l'ouvrier, peut-être même le ministre, va profiter de son poste pour prendre l'argent qui passe entre ses mains. Et cette destruction de la confiance, eh bien, c'est cela qui explique pourquoi on ne trouve pas de petites et moyennes entreprises dans certains pays. La culture du vol, la culture de se servir, fait que la confiance est détruite, alors que c'est en travaillant à plusieurs que l'on obtient le plus de richesse. C'est l'Ecclésiaste qui fait cette démonstration que deux valent plus qu'un, trois valent plus que deux. Il y a un principe de multiplication. On peut voir qu'une entreprise qui a 10 employés est beaucoup plus performante que 10 petites entreprises individuelles. Et dans les pays pauvres, cette destruction de l'intégrité entraîne à une multiplication de nano-entreprises, de toutes petites entreprises, où les gens sont obligés de tout faire parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans les autres. C'est un aspect très important. Vous désirez créer une entreprise, vous désirez avoir des richesses, vous désirez sortir de la pauvreté, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes prêt à être quelqu'un d'intègre? Est-ce que vous êtes prêt à devenir une personne fiable et responsable? Parfois, je rencontre des gens qui me disent: Ah, mais vous savez, moi, ça fait longtemps que je suis au chômage et j'attends qu'on me donne du travail. Mais quand je regarde la personne, je suis tenté de lui dire: Mais heureusement que vous êtes au chômage, heureusement que vous n'avez pas trouvé de travail, heureusement que personne ne veut vous employer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si cet homme était employé dans une entreprise, il la détruirait. Cet homme n'est pas fiable, c'est pas quelqu'un qui est capable de transporter des richesses, c'est pas quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance, c'est un destructeur. Donc il vaut mieux que ce destructeur reste tranquillement chez lui dans la pauvreté plutôt qu'il détruise un grand édifice. Alors c'est sur cette image qui met en valeur l'intégrité que nous allons terminer cet épisode du troisième chapitre. La suite, bien sûr, dans d'autres vidéos.